Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équations trigonométriques. Avant de parler de trigonométrie en tant que telle, je voudrais faire un tout petit point sur ce que c'est fondamentalement une équation. Et la forme hyper classique d'une équation, ce serait f de x égale b. Une équation, ça ressemble à ça. Et résoudre une équation, qu'est-ce que ça veut dire? Résoudre une équation, ça revient à trouver la valeur de x telle que f de x égale b. Prenons un exemple tout simple. Si je dis x moins 3 égale 0, ben ça signifie qu'à ce moment-là, x est égal à 3. Et donc 3 est une solution de l'équation. Si x vaut 3, à ce moment-là, x moins 3 vaudra 0, puisque 3 moins 3, ça fait bien 0. Okay. Je vous donne une équation un tout petit peu différente. Disons x plus 4 égale moins 2. À ce moment-là, on va avoir que x égale à, alors on va faire passer le 4 de l'autre côté, donc on va avoir x égale moins 2 moins 4, x égale moins 6. Et on a ici la solution de notre équation. Prenons encore une équation, cette fois-ci on va dire x carré moins 2 égale 0. Si on a cette équation-là, ça veut dire que x carré est égal à 2. Et donc si x carré est égal à 2, eh bien on sait que x vaut radical 2, ou alors que x vaut moins radical 2. Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Eh bien regardez, si je remplace ici x par moins radical 2, j'obtiens x carré, c'est-à-dire moins radical 2 au carré, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. Ça marche aussi pour radical 2 au carré, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Donc on a ici bien deux solutions à cette équation. Résoudre une équation, ça veut dire trouver l'ensemble de toutes les solutions qui font en sorte que l'équation soit vérifiée, que l'équation soit vraie. Et donc quand on a résolu une équation, il faut pas uniquement faire le calcul, il faut aussi noter la réponse. Et donc ce qu'on a écrit ici ne suffit pas pour aucune de ces trois équations. Il faut, pour terminer une équation, écrire ce que vaut l'ensemble des solutions, puisque c'est ça la réponse. C'est quoi l'ensemble des solutions? Eh bien ici, tout simplement, l'ensemble des solutions ne comprend qu'un seul élément, c'est 3. Si x vaut 3, l'équation est vérifiée. Dans la deuxième équation, mon ensemble des solutions, c'est pareil, ici ça vaut moins 6. Et pour ma troisième équation, l'ensemble des solutions, cette fois-ci, il contient deux éléments, moins radical 2 et radical 2. Et on note toujours les éléments par ordre de grandeur. C'est pour ça que j'ai écrit ici moins radical 2 d'abord, puisque moins radical 2 est plus petit que radical 2. Alors prenons l'exemple d'une équation trigonométrique simple, par exemple cosinus alpha égale 1,5. Alors ça vaut la peine de se demander ce qu'on est en train de chercher. Tout à l'heure on cherchait la valeur de x telle que f de x égale b. Ici on cherche la valeur de alpha telle que cosinus d'alpha égale 1,5. Ou pour être plus précis, en français on pourrait dire que on cherche quels sont les angles alpha dont le cosinus vaut 1,5. La solution de l'équation, c'est l'ensemble des angles dont le cosinus vaut 1,5. Et c'est bien important de comprendre ça, parce que ça veut dire que si à la fin de l'équation, on ne se retrouve pas avec un ensemble d'angles, c'est qu'on s'est planté quelque part. Alors, si on veut travailler avec un cercle trigonométrique, la question est quels sont les angles dont le cosinus vaut 1,5. Alors je peux repérer directement sur le hashtag que les points qui ont une abscisse de 1,5 sont sur cette droite-là, et donc les angles qui ont un cosinus de 1,5, puisque le cosinus, ça correspond à l'abscisse du point qui représente l'angle, les angles qui ont un cosinus de 1,5 vont être représentés par ce point-là et ce point-là. Alors je vais les représenter au fluo, un angle vert ici et un angle rose ici. Alors mon angle vert, il vaut combien? Bien sûr, le cercle trigonométrique, on voit qu'ici on a pi sur 6, donc ici 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Donc notre angle ici, c'est pi sur 3, je l'écris en vert. Et notre angle rose de l'autre côté, alors là, il y a plusieurs possibilités. Et pour tous les angles, il y a toujours beaucoup de possibilités, mais on pourrait dire par exemple moins pi sur 3, puisqu'on fait la même chose, mais on parcourt un angle de même amplitude, mais dans le sens différent. Ok, donc on voit qu'ici on a progressé, on commence à apercevoir la solution de notre équation. On peut dire que alpha est égal à pi sur 3, ou alors
que alpha est égal à moins pi sur 3. Bon. Est-ce que ce sont bien les seules solutions? Eh bien non. On voit qu'ici, l'angle moins pi sur 3 a un cosinus de 1,5. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres angles qui vont être représentés par ce point-là? Si on considère qu'ici on a l'angle 2π, on peut considérer que ce point-là représente l'angle 2π moins pi sur 3. 2π moins pi sur 3, ça va faire 6π sur 3 moins pi sur 3. On peut donc dire que ça va faire 5π sur 3. Vous voyez? Et donc en fait, ce point-là va représenter en fait une infinité d'angles, une famille d'angles. Donc si on veut que moins pi sur 3 et 5 pi sur 3 soient des solutions, déjà on partait de deux solutions ici, maintenant on en a trois. Et on voit qu'en fait on va en avoir une infinité, on va même avoir deux infinités d'angles. Chaque fois qu'on va rajouter un tour complet ici, on va retomber sur un autre angle qui sera aussi solution de l'équation cosinus alpha égale 1,5. Et pareil ici, chaque fois qu'on va ajouter un tour complet, chaque fois qu'on va ajouter ou retirer un tour complet, d'ailleurs on va retomber sur un angle dont le cosinus vaut 1,5. On peut aussi illustrer ça avec le graphe de la fonction cosinus. Ici, les angles que j'ai repérés, ils sont ici et là. On voit bien qu'ici, on a pi sur 3 et ici, moins pi sur 3. Mais sur ce graphe-là, on voit particulièrement bien qu'il y a une infinité d'angles dont le cosinus vaut 1,5. Et chaque fois, on va pouvoir les obtenir en décalant les points verts et les points roses de 2π, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. J'ai ici tous les points donc, de la famille rose et de la famille verte. Comment est-ce que je peux représenter tout cela? Eh bien, je vais écrire qu'en fait, ma solution, c'est pi sur 3 plus un certain nombre, qu'on va appeler k, de tours complets. Si je pars ici de pi sur 3 et que j'ajoute un tour complet, ben je reviens à un angle qui ne sera pas pi sur 3, mais dont le cosinus vaut 1,5. Si je vais dans l'autre sens, disons que je retire deux tours complets, ben je vais aussi retomber sur un angle dont le cosinus vaudra 1,5. Et pareil de l'autre côté, je peux dire qu'ici, ma solution moins pi sur 3 va générer une famille d'angles qui seront moins pi sur 3 plus k fois 2π. Alors, qu'est-ce que c'est k? Eh bien, ça marche quelle que soit la valeur de k, à une condition toutefois, il faut que k soit un nombre entier. Si je vois que k est égal à 1,5, j'ajoute par exemple un demi-tour en partant de cet angle-là, je vais me retrouver ici. Et je vois bien que le cosinus de cet angle-là ne vaut pas 1,5, il vaut moins 1,5. Okay. Donc il faut que k soit un nombre entier. Maintenant, k peut être positif ou négatif. Si on ajoute un tour, on retombe là, et si on retire un tour, ben on retombe aussi à un endroit. Donc ici, ça ne nous pose pas de problème que k soit négatif, il faut juste que k soit entier, et donc on peut prendre n'importe quelle valeur de k, à condition que k appartienne à z. Alors, les angles ici vont constituer ma famille verte, et mes angles ici vont constituer ma famille rose. Mon équation est résolue, je peux écrire la solution. La solution, c'est quoi? Je vais l'écrire, alors on va commencer par moins pi sur 3, disons. Comme ça, on prend les angles du plus petit au plus grand. Moins pi sur 3 plus, alors au lieu d'écrire k fois 2pi, je vais écrire 2 fois kpi. C'est plus élégant. Et ici, je vais écrire pi sur 3 plus 2kpi. Voilà, ça c'est ma solution. Je ne vais pas oublier de préciser ici que ça marche pour toutes les valeurs de k qui appartiennent à z. Et donc j'observe ici que j'ai bien deux infinités de solutions qui vont être représentées par des points roses ou des points verts. Alors l'exercice que nous avons résolu précédemment, on l'a résolu grâce aux angles remarquables. Si maintenant on a un exercice qui serait plutôt de ce type-ci, sinus de alpha égale 0,9, on ne peut plus résoudre ce genre d'exercice avec les angles remarquables. La question ici qu'on se pose pour essayer de résoudre cette équation, c'est quel est l'angle alpha ou quels sont les angles alpha dont le sinus vaut 0,9. Mais 0,9, ce n'est pas un sinus remarquable. Les sinus remarquables qu'on peut connaître comme ça, c'est 0, 1,5, radical 2 sur 2, radical 3 sur 2 et 1. Et 0,9 n'est pas un sinus remarquable. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer quel est l'angle alpha dont le sinus vaut 0,9? Eh bien pour ça, on doit utiliser la fonction arcsinus. Pour bien comprendre comment fonctionne la fonction arcsinus, il faut rappeler comment fonctionne la fonction sinus. La fonction sinus
peut être vu comme une sorte de boîte, de machine. Dans cette machine, on fait rentrer un angle et on va sortir un sinus. Un sinus qu'on peut comparer ici, représenté par une ordonnée. Eh bien, la fonction arcsinus fait exactement l'inverse. La fonction arcsinus prend comme antécédent une valeur de sinus, c'est-à-dire une sorte d'ordonnée, et va renvoyer un angle. La fonction arcsinus répond à la question quel est l'angle dont le sinus vaut x. Du coup, on pourrait se dire que la solution de notre équation, c'est de dire que alpha, ce sera égal à l'arcsinus de 0,9. C'est presque exact, mais ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que la fonction arcsinus, comme toutes les fonctions, ne peut jamais renvoyer qu'une seule image pour un antécédent. Prenons le graphe de cette fonction-ci. C'est un graphe qui est acceptable pour une fonction. Pourtant, on voit que si je trace une ligne horizontale ici, j'observe qu'il y a deux antécédents, un ici et un là, qui vont avoir la même image. Eh bien ça c'est permis. Par contre, vous ne trouverez jamais une fonction avec un graphe comme celui-là. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, si je trace une ligne verticale, j'observe que un antécédent ici peut renvoyer deux images. Et ça, c'est pas permis. Il faut qu'une fonction puisse toujours donner une seule réponse à la question quelle est l'image de l'antécédent x. Or ici, on voit que l'antécédent x, il a deux images. Une qu'on va pouvoir mesurer ici et la deuxième qu'on va pouvoir mesurer là. Ça, c'est pas une fonction. Alors, notre fonction arcsinus ne répond pas exactement à la question quels sont les angles dont le sinus vaut 0,9. Parce que des angles dont le sinus vaut 0,9, si je représente ici une droite horizontale qui est tracée à grosso modo 0,9, j'observe ici que j'ai deux familles d'angles qui vont avoir un sinus de 0,9. Or, la fonction arcsinus ne me renvoie non pas une seule famille, mais même simplement un seul angle. Donc sinus vaut 0,9. Donc la fonction arcsinus de x ne renvoie pas tous les angles dont le sinus vaut x. Quand on a défini la fonction arcsinus de x, on a décidé que la fonction arcsinus de x renverrait un seul angle dont le sinus vaut x et que cet angle appartiendrait à cette famille représentée ici en vert. Cette famille d'angles représentés en vert constitue ce qu'on va appeler l'ensemble image de la fonction arcsinus. Et cet ensemble image, il vaut l'ensemble qui va de moins pi demi jusqu'à pi demi. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cet ensemble image-là? Les valeurs de sinus, elles sont comprises toujours entre moins 1 pour la plus petite et 1 pour la plus grande. Bien ici, si on nous demande quel est l'angle qui appartient à cette famille-là et dont le sinus vaut moins 1, on peut répondre à la question. Ici, c'est moins pi demi. Si on pose la question pour l'extrême inverse, quel est l'angle dont le sinus vaut 1 et qui appartient à cette famille-là, la réponse est pi demi. On peut toujours répondre à la question quel est l'angle appartenant à cette famille qui a telle valeur de sinus, à condition que la valeur de sinus soit admissible, c'est-à-dire comprise entre moins 1 et 1. Maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on peut résoudre notre équation trigonométrique? On voit que en fait, les solutions de notre équation trigonométrique vont être divisées en deux familles, une famille verte et une famille rose. La fonction arcsinus nous donne simplement un angle de la famille verte. Il va falloir déterminer tous les angles de cette famille verte ainsi que tous les angles de la famille rose. Alors, pour tous les angles de la famille verte, c'est assez simple. L'arcsinus de 0,9, c'est un de ces angles-là. Si on veut parler de tous les angles qui vont être représentés par ce point vert, il suffit d'ajouter un certain nombre entier de tours complets, et ce nombre peut être positif ou négatif. Donc on va rajouter ici 2k pi. Ça détermine l'ensemble des angles représentés par le point vert. Alors il nous reste encore à déterminer les amplitudes de cette famille d'angles roses. Et on observe que l'angle rose, c'est l'image de l'angle vert par une symétrie orthogonale d'axe Y. Et donc ce que je voudrais savoir, c'est pouvoir exprimer l'angle rose en fonction de l'angle vert. Pour ça, je vais prendre une page supplémentaire. Alors, prenons par exemple cet angle-ci et appelons-le bêta. Si je cherche l'image de bêta par une symétrie orthogonale d'axe Y, je vais chercher le point bleu là. Et ce point bleu, eh bien, quelle est son amplitude?
je vois qu'en fait, pour arriver à ce point-là, je peux partir de ce point-là et revenir un peu en arrière. Ce point-là représente l'angle pi. Donc en fait, cet angle-là, ce sera pi moins ce petit angle-là. Mais ce petit angle-là, c'est mon angle bêta. Donc en fait, l'amplitude de mon image, c'est ici simplement pi moins bêta. Alors évidemment, on peut essayer avec d'autres angles, hein. Prenons un autre angle, disons un angle rose ici. Quelle est l'image de mon angle rose ici? Eh bien cet angle rose là. Donnons-lui un nom, appelons-le gamma. Quel est cet angle gamma ici? Quel est cet angle ici? C'est pas gamma, pardon. Cet angle-là, c'est lequel? Eh bien c'est pi moins cet angle-là, mais cet angle-là, c'est la même chose que gamma. Donc en fait, on va dire que ici, on va avoir l'angle pi moins gamma. Ces angles sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme vaut pi, ou 180 degrés. Bon, maintenant, souvent beaucoup d'élèves me disent, oui, mais si on prend chaque fois pi moins quelque chose, on va toujours avoir des angles qui vont se retrouver ici. Or, parfois, les solutions que je cherche, elles se trouvent ici. Eh bien, pour ça, prenons un exemple. Imaginons qu'on cherche à caractériser l'image d'un angle vert. Je vais appeler mon angle delta. Eh bien, l'image de mon angle vert, ce sera cet angle vert-là. Okay. Quelle est l'amplitude de cet angle-là? Eh bien, pour arriver à cet angle-là, je peux partir de pi, et alors là, on va avoir l'impression qu'on doit faire pi plus quelque chose. Okay. Mais ce quelque chose ici, c'est quelque chose de positif. Or, mon angle delta, il est quelque part négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe si au lieu de faire pi plus quelque chose, j'essayais que vaut pi moins delta? Bien, pi moins delta, normalement, on va dans ce sens-là. Mais là, comme l'angle delta est négatif, ça va faire pi moins quelque chose de négatif, ça va faire quelque chose que ça va nous envoyer dans ce sens-là. Et donc, cet angle ici, c'est bien pi moins delta. Je vais le renoter ici. Pi moins delta. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, prenons un dernier exemple. Imaginons, je vais le faire sans fluo. Imaginons ici un angle d'environ 15 degrés. Pardon, il ne vaut pas 15 degrés. Il vaut, justement, il vaut moins 15 degrés. Quelle va être l'amplitude de l'image de cet angle par une symétrie? Eh bien, ce sera ici pi plus 15 degrés. Ok, on voit bien ça. Mais pi plus 15 degrés, c'est pi moins 15 degrés. Donc, on peut écrire que cet angle-ci, ce sera pi moins 15 degrés. Et on observe donc que chaque fois que je prends l'angle supplémentaire d'un angle, eh bien ces deux angles vont se retrouver placés de manière symétrique par rapport à l'axe de Y. Donc c'est bien ça qu'on veut. Du coup, si je reviens à mon équation, la solution de mon équation, ce sera l'arc sinus de 0,9 ou alors l'angle supplémentaire, c'est-à-dire pi moins l'arc sinus de 0,9. Et pour faire bonne mesure, je vais rajouter 2k pi. Et pas oublier de préciser que ça marche pour tous les nombres k qui appartiennent à z. Et ça, ces angles-là, ce sont mes angles roses. On a résolu notre équation. Il ne reste plus qu'à noter la solution. Et la solution, ce sera simplement l'arc sinus de 0,9 plus 2k pi et aussi pi moins l'arc sinus de 0,9 plus 2k pi. Voilà ma solution, et toujours dans ma solution, il ne faut pas oublier de préciser que c'est pour tout k appartenant à z. Alors, ce que j'ai fait ici fonctionnait tant qu'on était dans une équation trigonométrique en sinus. Si j'ai l'équation sinus alpha égale a, mes solutions vont toujours être constituées de deux familles d'angles qui seront symétriques par rapport à l'axe
y. Alors disons que si je nomme ma première solution bêta, ma seconde solution, ce sera ici pi moins bêta. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc je vais écrire ici solution égale bêta plus 2k pi. Et de l'autre côté, on va avoir pi moins bêta plus 2k pi. Et ça, pour tout cas appartenant à z. Mais si j'avais eu une équation au cosinus, typiquement une équation de type cosinus alpha égale a, à ce moment-là, les solutions auraient formé un ensemble avec un axe de symétrie de nouveau. Donc on va avoir ici un angle, disons vert, et ici un angle rose. Et à ce moment-là, si on nomme l'angle vert bêta, ben l'angle rose, c'est pas pi moins bêta, évidemment. Donc dans ce cas-ci, la solution, c'est plus simple avec le cosinus, hein. La solution, ce serait bêta d'un côté pour la famille verte, toujours bien plus 2k pi. Et l'autre famille d'angles, la famille rose, ce serait tout simplement moins bêta, plus 2k pi. Puisque cet angle rose ici, c'est moins bêta. Alors si maintenant j'avais eu une équation du type tangente de alpha égale a, il aurait fallu tracer une droite verticale ici. On s'intéresse à un point d'abscisse A sur cette droite. Il nous reste à tracer une droite ici et nos deux solutions sont l'angle représenté par le point rose et l'angle représenté par le point vert. Alors disons qu'on appelle l'angle représenté par le point rose bêta. Quel va être l'angle représenté par le point vert? Eh bien tout simplement pi plus bêta. Dans ce cas-là, la solution devient d'une part bêta plus 2k pi et aussi l'angle pi plus bêta plus 2k pi. Et de nouveau, c'est pour tout cas appartenant à z. Ceci dit, écrire ça, c'est tout à fait correct, mais il y a moyen d'être peut-être légèrement plus élégant, puisqu'en fait, ces deux points-là, on pourrait les décrire, les rassembler en une seule famille de points. En fait, ici, on a dit qu'on pouvait partir de l'angle bêta et rajouter un certain nombre de tours complets, c'est ce qu'on a fait ici, ou bien partir de l'angle pi plus bêta et rajouter un certain nombre de tours complets, c'est ce qu'on a fait là. C'est ce qu'on a fait là, pardon. Mais il y a aussi la possibilité de dire qu'on peut partir systématiquement de cet angle-là et rajouter un certain nombre de demi-tours. À ce moment-là, on a tous les points ici et aussi tous les points là. Si je rajoute un demi-tour, j'arrive là. Si je rajoute deux demi-tours, j'arrive ici. Trois demi-tours, j'arrive là, etc. Donc on aurait tout aussi bien pu écrire cette solution sous la forme d'une seule famille de points. Et cette famille s'écrit simplement bêta plus k fois pi. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier d'écrire pour tout k appartenant à z. Si j'avais eu une équation du type cotangente de alpha égale a, alors à nouveau, il faut tracer une droite ici. On va s'intéresser à une abscisse A sur cette droite. Et mes deux solutions se trouvent ici et là. Si j'appelle mon point bêta ici, mon angle bêta ici, je vais bien entendu avoir pi plus bêta de l'autre côté. Et du coup, comme pour la tangente, la solution va se présenter sous la forme, je vais l'écrire directement en une ligne, la solution ce sera bêta plus k fois pi. Pour tout k appartenant à z. On peut récapituler en disant que si on a une équation en sinus, on va avoir une solution sous la forme de deux angles complémentaires, b et pi moins b, quelle que soit la valeur de b. Si on a une équation en cosinus, on va avoir une solution de la forme d'angle opposé, on va avoir c d'un côté et moins c de l'autre côté. Si on a une équation à la tangente, ce seront deux angles qu'on appelle antisupplémentaires, et donc
Soit on les représente en deux lignes, D et de l'autre côté pi sur D, soit on fait ça en une seule famille, D plus K pi. Et pour les cotangentes, c'est pareil, on fait soit deux familles ici, E et pi plus E, ou alors simplement une seule famille, E plus K pi. Attention, pas se planter, qu'il ne faut pas remplacer ici, il ne faut pas écrire 2 K pi, hein. Si on décide de le faire en une seule famille, il ne faut pas oublier de dire que c'est plus K pi simplement et pas 2 K pi. Et bien voilà qui conclut cette vidéo sur les équations trigonométriques. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. La vidéo a été beaucoup plus longue que ce que je ne prévoyais au début. Je vais essayer de faire des prochaines vidéos qui seront plus courtes et plus ciblées. Et du coup, eh bien, j'avais prévu en fait de terminer par un point sur les équations trigonométriques avec changement de variable. C'est ce type d'équation-là. Si vous regardez ici, vous ne pouvez pas résoudre ça exactement de la même manière parce que vous êtes obligé de faire un changement de variable pour résoudre ça. C'est assez simple à faire, mais je vais plutôt le faire dans une vidéo séparée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent travail.